Le soleil se couchait sur Lyon, teignant le Rhône de nuances dorées qui dansaient à la surface de l'eau. J'observais depuis le pont Bonaparte, mes doigts encore tachés d'encre bleue, lorsque je le vis marcher en direction de la presqu'île. Antoine Moreau. Même de loin, je pouvais sentir cette couleur dorée qui émanait toujours de lui, une lueur chaude qui contrastait avec l'élégance froide de ses costumes impeccables. Mon cœur s'emballa lorsqu'il s'arrêta exactement là où je me trouvais, s'appuyant sur la même rambarde en fer forgé. La brise nocturne de septembre portait son parfum subtil, un mélange de cèdre et de quelque chose d'indéfinissable qui me rappelait les feuilles d'automne. Il ne me connaissait pas, bien sûr. Pour lui, j'étais juste un autre artiste de rue aux mains tachées d'encre, invisible parmi la foule de touristes photographiant la cathédrale. « Désolé », murmura-t-il avec cette voix veloutée que je connaissais par cœur grâce aux vidéos que je regardais obsessionnellement sur YouTube. Nos bras se frôlèrent par hasard lorsqu'il se pencha pour admirer la vue, et je ressentis une décharge électrique parcourir ma peau. « Vous venez ici pour trouver l'inspiration, vous aussi ?» Je déglutis, incapable de former des mots cohérents. Antoine me regardait droit dans les yeux, et pour la première fois depuis des années, je vis autre chose que cette lueur dorée habituelle. Il y avait des nuances de violet profond mêlées à cela, de la mélancolie, de la solitude, la même que je ressentais chaque nuit en terminant mes fresques secrètes sur les murs de la Croix-Rousse. Parfois, parvins-je à répondre, ma voix plus rauque que d'habitude. Les couleurs sont plus intenses à cette heure. Il sourit, et ce fut comme si toutes les lumières de la ville s'étaient allumées d'un seul coup. Vous connaissez les couleurs? Vous êtes artiste? Avant que je puisse répondre, Antoine s'approcha davantage, si près que je sentis la chaleur de son corps. Sa main s'éleva hésitante vers mon visage, et pendant un instant impossible, je crus qu'il allait me toucher, mes lèvres s'entr'ouvrirent involontairement, mon corps entier tremblant de cette proximité. « Vous avez de la peinture ici ?» murmura-t-il, son index effleurant doucement ma joue pour enlever une tache bleue dont j'ignorais l'existence. Le contact fut léger comme une plume, mais il brûla ma peau comme du feu. Bleu, ma couleur préférée. Le temps s'arrêta. Là, suspendus entre le ciel doré et les eaux sombres du Rhône, nous n'étions que deux inconnus reliés par un fil invisible de désir. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il le sentait aussi, cette tension électrique qui faisait vibrer l'air autour de nous, avec des possibilités non dites. Mais son téléphone sonna, brisant l'enchantement. Antoine s'écarta brusquement, redevenant le designer célèbre et inaccessible que j'admirais de loin. « Je dois y aller », dit-il. Mais ses yeux restèrent fixés sur les miens pendant quelques précieuses secondes supplémentaires. Peut-être qu'on se reverra. Il partit, me laissant seul avec un cœur battant à tout rompre et le fantôme de son toucher réchauffant encore ma peau. J'ignorais que ce n'était que le premier de nombreux rendez-vous qui changeraient de nos vies à jamais. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous regardez. J'adorerais savoir où vous êtes. Et quand vous aurez fini d'écouter l'histoire, donnez une note de 0 à 10 et dites-moi ce que vous avez préféré. Vos retours sont très importants pour moi. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a vraiment commencé. Je m'appelle Théo Dubois, j'ai 26 ans, et ma vie a toujours été peinte en nuances de bleu, la couleur de la solitude, de la mélancolie, mais aussi des rêves. J'ai grandi dans les rues escarpées de la Croix-Rousse, le quartier des Tisserands de Lyon, où les maisons s'empilent comme des blocs de Lego colorés sur les pentes, dominant la ville. Mon histoire avec l'art a commencé à 8 ans, quand j'ai trouvé un ensemble de peintures abandonnées dans une benne près de chez moi. Ma mère, Marie, travaillait à double poste comme infirmière à l'hôpital Édouard Herriot et était rarement à la maison. Mon père nous avait quittés quand j'avais 5 ans, emportant avec lui tout espoir d'une famille normale. Alors, c'est dans les couleurs que j'ai trouvé ma première vraie famille. J'ai commencé à peindre sur les murs de ma petite chambre dans l'appartement social où nous vivions. Des bleus profonds qui exprimaient la nostalgie d'un père qui n'était jamais revenu, des verts vibrants qui capturaient l'espoir tenace, qui persistait à germer même dans les circonstances les plus difficiles. Ma mère n'a jamais reproché les murs colorés. Je crois qu'elle comprenait que c'était ma façon de survivre. À 16 ans, j'ai réalisé ma première vraie fresque sur un mur abandonné de la rue des Capucins. C'était un portrait abstrait de Lyon vu d'en haut, avec le Rhône serpentant comme un serpent bleu entre des bâtiments qui semblaient des joyaux éparpillés. Je l'ai signé simplement bleu, mon alter ego artistique qui me permettait d'être courageux d'une manière que Théo Dubois ne pourrait jamais. C'est aussi à 16 ans que j'ai vu Antoine pour la première fois. Il étudiait à l'école supérieure d'art et design, une école coûteuse au centre-ville où des gars comme moi n'auraient jamais mis les pieds.
Je peignais une fresque commandée pour une petite galerie indépendante lorsqu'il passa dans la rue, s'arrêta et observa mon travail pendant presque 1 heure. Je me souviens de chaque détail de ce jour. Il portait un t-shirt blanc simple et un jean foncé, ses cheveux noirs ébouriffés par le vent, ses yeux bleu-gris fixés sur mon art, avec une intensité qui me faisait trembler. Quand il eut fini d'observer, il s'approcha de moi. « C'est incroyable », dit-il. Sa voix n'avait pas encore cette assurance qu'il développerait des années plus tard. La façon dont vous utilisez les couleurs, c'est comme si elles avaient une vie propre. Je restais muet, comme toujours quand quelqu'un faisait l'éloge de mon art. Antoine sourit, un sourire timide et sincère qui me fit ressentir des papillons dans l'estomac pour la première fois de ma vie. « Je m'appelle Antoine », dit-il en me tendant la main. « J'étudie le design à l'ESSAD. »« Théo », répondis-je, serrant sa main et sentant une décharge électrique remonter le long de mon bras. Nous avons discuté pendant plus de 2 heures ce jour-là. Il m'a parlé de ses projets à l'école, de son rêve de créer des jeux numériques qui seraient des œuvres d'art interactives. Je lui ai parlé de ma vision synesthésique, comment je voyais les émotions des gens en couleurs, quelque chose que je n'avais jamais partagé avec personne auparavant. « Quelle couleur vois-tu en moi ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. J'hésitais car la vérité était trop intime pour une première rencontre. Antoine émanait un doré chaud et réconfortant, comme le soleil levant sur les toits de Lyon. C'était la couleur d'une passion contenue, d'un talent brillant, mais aussi d'une profonde solitude qu'il tentait de cacher derrière son ambition. « Doré », murmurai-je, comme le lever du soleil. Il rougit et à cet instant je sus que j'étais éperdument amoureux. Nous nous sommes revus plusieurs fois au cours de cet été-là. Antoine apparaissait toujours quand je peignais, comme s'il avait un radar pour mon art. Nous avons développé une amitié facile et naturelle. Il me parlait de théorie des couleurs et de composition numérique. Je lui enseignais des techniques d'art urbain que j'avais apprises seul. Mais à la fin de l'été, Antoine partit à Paris pour un stage dans une célèbre entreprise de jeux vidéo. Il promit de rester en contact, mais comme toujours, la vie s'est chargée de nous séparer. Les messages se sont espacés, puis ont cessé complètement. Pendant des années, j'ai suivi sa carrière de loin. J'ai vu son premier jeu indépendant remporter des prix internationaux, son embauche chez Ubisoft, son retour à Lyon pour ouvrir sa propre entreprise. Pendant ce temps, je continuais à peindre des fresques la nuit, vivant de petits travaux dans des galeries modestes et rêvant du jour où j'aurais le courage de le retrouver. Ma synesthésie s'était intensifiée avec les années. Désormais, je ne voyais pas seulement les couleurs des émotions des gens, mais je pouvais aussi peindre des paysages sonores, des tableaux qui changèrent de teinte selon la musique jouée dans l'environnement. C'était un talent unique, mais qui m'isolait encore plus du monde normal. Je vivais seul dans un petit appartement à la Croix-Rousse, dans le même immeuble où j'avais grandi. Ma mère s'était installée à la campagne après sa retraite, fatiguée de l'agitation urbaine. J'étais resté, coincé entre la familiarité des rues que je connaissais par cœur et la peur de l'inconnu au-delà des limites de mon quartier. Mes journées suivaient une routine prévisible. Je me levais tard, prenais un café au petit bistrot de Madame Rousseau au coin de la rue, marchais dans les rues à la recherche d'inspiration pour ma prochaine fresque, travaillais jusqu'à tard dans la nuit lorsque les rues étaient désertes. C'était une vie simple mais vide de tout sens véritable, jusqu'à ce matin d'octobre où tout a changé. Je terminais une fresque commandée par la mairie, une œuvre sur l'histoire de l'industrie textile lyonnaise, lorsque je vis une affiche collée sur le mur d'à côté, projet d'art numérique interactif, revitalisation de la Croix-Rousse, candidat sélectionné, veuillez prendre contact. En bas de la liste des noms choisis, je lus 2 mots qui firent s'arrêter mon cœur. Théo Dubois. Ma première réaction fut la panique. Je n'avais postulé à aucun projet. Comment mon nom s'était-il retrouvé sur cette liste? Je pris mon vieux téléphone et composai le numéro indiqué sur l'affiche. Bureau des projets culturels. Bonjour, répondit une voix féminine efficace. Bonjour, Mon nom est apparu sur la liste du projet d'art numérique, mais je n'ai pas postulé, expliquai-je, confus. Un instant, s'il vous plaît. J'entendis des bruits de papier qu'on feuilletait. Théo Dubois, c'est bien ça? Vous êtes l'artiste connu sous le nom de Bleu? Mon sang se glaça. Comment savait-elle pour mon alter ego? Monsieur Dubois? Vous êtes là? Oui, Comment savez-vous que je suis Bleu? Nous avons été contactés par l'un des partenaires du projet qui avait identifié votre travail et recommandé spécifiquement votre participation. Nous avons une réunion prévue demain à 14 heures au bureau de Moreau Digital Design. L'adresse est Moreau Digital Design. Le nom de famille m'était familier, mais il me fallut quelques secondes pour réaliser pleinement. Quand la vérité me frappa,
Je faillis laisser tomber le téléphone. Antoine. Après 10 ans, nos chemins allaient se croiser à nouveau. Je passais le reste de la journée dans un état de choc, oscillant entre l'euphorie et une terreur absolue. Antoine m'avait retrouvé. Il avait découvert mon identité secrète en tant que bleu et m'avait recommandé pour un projet important. Mais pourquoi? Et surtout, se souvenait-il de moi? Cette nuit-là, je ne parvins pas à dormir. Je restais dans mon petit atelier improvisé, un coin de l'appartement où je gardais mes peintures et mes toiles, à essayer d'imaginer comment seraient nos retrouvailles. Avait-il beaucoup changé? Moi, certainement. L'adolescent maigre et peu sûr de lui avait cédé la place à un homme de 26 ans, au corps affermi par des années à porter des pots de peinture et à escalader des murs. Mes cheveux arboraient désormais des mèches bleues que je coupais moi-même. Ma peau portait de petites cicatrices de mes aventures nocturnes à peindre dans la ville. Mais à l'intérieur, j'étais toujours le même Théo timide qui était tombé follement amoureux d'un garçon aux yeux dorés 10 ans plus tôt. Le lendemain matin arriva trop vite. Je pris 3 douches, changeai de tenue 5 fois et ne me sentis toujours pas assez présentable pour rencontrer Antoine Moreau, le célèbre designer qui avait conquis le monde des jeux vidéo. J'optai pour mes vêtements les moins tachés de peinture. Un t-shirt vintage des Beatles, un pantalon cargo propre et mes bottes en cuir qui, par miracle, n'avaient que quelques éclaboussures de couleurs sur les semelles. Le bureau de Moreau Digital Design était situé dans un immeuble élégant de la Presqu'île, avec de grandes fenêtres donnant sur le Rhône. En entrant dans le hall en marbre poli, je me sentis complètement hors de mon élément. C'était comme si 2 mondes différents étaient sur le point de s'entrechoquer, et je n'avais aucune idée des conséquences. Monsieur Dubois, une réceptionniste blonde m'accueillit avec un sourire professionnel. Monsieur Moreau vous attend dans la salle de réunion. Veuillez me suivre. Mes pas résonnaient dans le couloir impeccablement décoré. Des tableaux d'art numérique couvrirent les murs, et je reconnus plusieurs œuvres issues des jeux qu'Antoine avait créés au fil des années. Nous arrivâmes devant une porte en verre dépolie, à travers laquelle je distinguais la silhouette d'un homme grand examinant des documents sur une table. La réceptionniste frappa à la porte et l'ouvrit. « Monsieur Moreau, Monsieur Dubois est arrivé. » Et alors, je le vis. 10 ans s'étaient écoulés, mais Antoine Moreau parvenait toujours à arrêter mon cœur avec un simple sourire. Il était encore plus beau que dans mes souvenirs. Les années avaient affiné ses traits, lui donnant une élégance masculine qui me coupa le souffle. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, comme toujours, mais quelques mèches argentées aux tempes lui donnaient un air distingué. Il portait un costume gris anthracite impeccable et des lunettes à monture fine qui mettaient en valeur ses yeux, bleu-gris. Quand nos regards se croisèrent, je ressentis cette même décharge électrique d'il y a 10 ans. Pendant un instant, je vis une surprise sincère dans ses yeux, comme s'il ne s'attendait pas à me reconnaître ou à être reconnu, mais son sourire professionnel revint rapidement. « Théo », dit-il, et mon nom sonna différemment dans sa voix, plus grave, plus assuré. « Merci d'avoir accepté de participer au projet. » Il me tendit la main, et quand nos doigts se touchèrent, je jurais sentir des étincelles. Sa peau était douce, soignée, si différente de mes mains calleuses et tachées de peinture indélébile. Il retint mon poignet quelques secondes de plus que nécessaire, et je me demandais s'il ressentait la même tension que moi. « En fait, commençai-je, essayant de garder une voix ferme, je n'ai pas postulé. On m'a dit que quelqu'un m'avait recommandé. » Antoine baissa les yeux, et pour la première fois depuis que je le connaissais, je le vis sembler vulnérable. « C'était moi, » admit-il. « Je suis ton travail en tant que bleu depuis des années. Tes fresques sont extraordinaires. » Mon cœur s'emballa. Il connaissait mon art secret depuis des années et ne s'était jamais approché. Pourquoi? Comment as-tu découvert que j'étais bleu? Il hésita, marchant vers la fenêtre donnant sur le Rhône. La lumière du soleil filtrait à travers le verre, créant un halo doré autour de lui qui fit exploser ma synesthésie. Je pouvais voir des vagues de couleurs émaner de lui, du doré mêlé de nuances de nervosité bleu-violet. « Ta signature » dit-il enfin. « Tu peins toujours de petits détails en bleu cobalt dans les coins inférieurs droits. C'est la même technique que tu utilisais quand nous étions adolescents. » Il se souvenait. Après toutes ces années, Antoine se souvenait des détails de mon art. « Tu te souviens de moi » murmurai-je, plus une affirmation qu'une question. Antoine se tourna pour me faire face et pour la première fois, je vis une émotion réelle traverser son masque professionnel. Comment pourrais-je oublier? Tu étais la personne la plus authentique que j'ai rencontrée à l'époque. Le silence s'étira entre nous, chargé de souvenirs non dits et de sentiments jamais complètement enfouis. Je voulais dire tant de choses. Combien il m'avait manqué, comment j'avais suivi sa carrière,
comment je pensais à lui chaque fois que je peignais quelque chose de particulièrement beau. Mais les mots refusaient de sortir. Bien, Antoine s'éclaircit la gorge, revenant en mode professionnel. Laisse-moi t'expliquer le projet. Il activa un projecteur, et le mur s'emplit d'images de la Croix-Rousse, photographies aériennes, plans architecturaux, études démographiques. Mais ce qui attira mon attention furent les photos de mes propres fresques disséminées parmi les diapositives. La mairie veut revitaliser le quartier historique avec une installation d'art numérique interactif, expliqua-t-il, sa voix gagnant en enthousiasme à mesure qu'il parlait de travail. L'idée est de créer une expérience immersive qui raconte l'histoire des tisserands de Lyon, mais de manière moderne et engageante. Les images changèrent pour montrer des concepts numériques impressionnants, des projections qui réagiraient au mouvement des gens, des couleurs qui changeraient selon l'heure du jour, des sons qui s'adapteraient à l'humeur collective des spectateurs. Mon rôle est de développer la technologie et l'interface numérique, continua-t-il. Mais nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment l'âme de la Croix-Rousse, quelqu'un dont les couleurs puissent donner vie aux algorithmes, quelqu'un comme toi. Je sentis mon visage s'échauffer. Il m'offrait l'opportunité de travailler avec lui, de transformer mon art en quelque chose de plus grand que tout ce que j'avais imaginé. C'était un rêve qui se réalisait, mais aussi mon pire cauchemar, car cela signifiait passer des semaines, peut-être des mois, à travailler côte à côte avec l'homme dont j'étais secrètement amoureux depuis la moitié de ma vie. « De quoi as-tu besoin de moi, exactement ?» demandai-je, essayant de sembler professionnel. Antoine s'approcha, et une fois encore, je sentis ce parfum subtil de cèdre qui me désarmait complètement. Il ouvrit un dossier et étala sur la table des dizaines de photographies de mes fresques, certaines que je ne savais même pas qu'elles existaient. « Tes couleurs, dit-il simplement. J'ai besoin de comprendre comment tu vois le monde, comment tu traduis les émotions en tons et nuances. Je veux créer un algorithme qui pense comme tu penses, qui ressent comme tu ressens. » Je pris une des photographies, ma fresque la plus récente dans la rue des Capucins. C'était une représentation abstraite de la solitude urbaine, avec des figures humaines se dissolvant en spirales bleues et violettes. Celle-ci, Antoine pointa un détail spécifique. Comment as-tu décidé d'utiliser cette nuance de bleu grisâtre à cet endroit précis? J'étudiais la photo, essayant de me rappeler le processus créatif. Il pleuvait ce jour-là, expliquai-je, et il y avait une femme âgée qui attendait le bus juste à ce coin. Elle dégageait une tristesse très particulière. Pas de la dépression, mais une nostalgie mélancolique. Une saudade de quelque chose qu'elle n'avait peut-être jamais vraiment eu. Antoine me regarda avec une intensité qui me fit trembler. « Tu vois vraiment les émotions des gens en couleur ?» J'acquiesçais, me sentant nu sous son regard. Peu de gens prenaient ma synesthésie au sérieux. La plupart pensaient que j'étais poétique ou prétentieux. Et quelle couleur vois-tu en moi maintenant? La question me prit au dépourvu. Je le regardais attentivement, laissant ma synesthésie opérer librement. Antoine était plus complexe qu'il y a 10 ans. Le doré dominait toujours, mais il y avait maintenant des bandes de bleu pétrole mélangées. Ambition, succès, mais aussi une profonde solitude. Et en dessous de tout, presque imperceptible, un fil rouge cerise qui pulsait chaque fois que nos regards se croisaient. « Doré », répondis-je, omettant le reste. Comme toujours, quelque chose changea dans son expression. Elle devint plus douce, plus vulnérable. Tu te souviens de notre conversation sur les couleurs la première fois qu'on s'est rencontrés? Je me souviens de tout ce qui te concerne. Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. La tension professionnelle laissa place à quelque chose de beaucoup plus intime et dangereux. Antoine s'approcha davantage, si près que je pouvais voir les petites lignes d'expression autour de ses yeux. « Théo, je… » Mais avant qu'il ne puisse terminer, la porte s'ouvrit et une femme blonde entra précipitamment. « Antoine, désolé d'interrompre, mais les gens de la mairie sont en ligne et… » Elle s'arrêta en me voyant, et je sentis des vagues de curiosité et une légère jalousie émaner d'elle en ton vert citron. « Claire ?» Antoine s'éloigna de moi immédiatement, revenant en mode professionnel. « Voici Théo Dubois, notre partenaire artistique pour le projet. Théo, Claire Fontaine, ma partenaire et directrice des opérations. » Claire me salua poliment, mais ses yeux continuaient de nous observer avec un intérêt calculé. Elle était belle d'une manière classique française, blonde, élégante, le genre de femme qui fréquentait les mêmes cercles sociaux qu'Antoine. « Ravie de vous rencontrer, dit-elle, mais son ton ne semblait pas particulièrement ravi. Antoine m'a beaucoup parlé de votre travail. Vous êtes le célèbre bleu, n'est-ce pas? » La manière dont elle prononça « célèbre » laissait entendre qu'elle ne considérait pas l'art de rue comme un véritable art.
Je sentis mes insécurités sociales remonter à la surface, cette sensation familière de ne pas appartenir à ce monde de costumes coûteux et de conversations sophistiquées. Bien, continua Claire, j'espère que vous pourrez suivre notre rythme de travail. Ce projet a un calendrier serré et un budget important. Nous ne pouvons pas nous permettre de retards artistiques. Le message était clair. J'étais un étranger mis à l'épreuve, et elle avait clairement exprimé qu'elle doutait de ma capacité à produire des résultats dans le monde de l'entreprise. Claire, intervint Antoine, sa voix légèrement tendue. Théo est un professionnel. Je ne l'aurais pas recommandé si je n'étais pas sûr de ses compétences. La défense d'Antoine me réchauffa de l'intérieur, mais elle créa aussi une dynamique étrange. Claire le regarda avec surprise, comme si elle n'était pas habituée à être contredite par lui. « Bien sûr », répondit-elle avec un sourire froid. « Eh bien, je vous laisse discuter des détails techniques. Antoine, n'oublie pas la téléconférence avec les investisseurs à 3 heures. » Elle sortit, laissant un sillage de tension dans l'air. Antoine soupira et passa une main dans ses cheveux, perturbant pour la première fois la perfection de sa coiffure. « Désolé pour ça, » dit-il. « Claire est parfois trop protectrice avec les projets de l'entreprise. Et avec toi ?» demandai-je avant de pouvoir me retenir. Antoine me lança un regard étrange. « Claire et moi avons une relation strictement professionnelle, » répondit-il, mais quelque chose dans sa voix suggérait que la situation était peut-être plus compliquée qu'il ne voulait l'admettre. Nous passâmes les 2 heures suivantes à discuter des détails techniques du projet. Antoine me montra des programmes de cartographie numérique dont j'ignorais l'existence, tandis que j'expliquais mon processus créatif avec une profondeur que je partageais rarement avec quiconque. C'était stimulant de travailler avec quelqu'un qui comprenait vraiment l'art, qui posait des questions intelligentes sur la couleur, la composition et la signification émotionnelle. Mais sous la conversation professionnelle, il y avait un courant souterrain de tension sexuelle que nous ne mentions pas. Nos doigts se frôlaient lorsque nous attrapions les mêmes documents. Nos regards s'attardaient trop longtemps. Quand il se penchait pour me montrer quelque chose sur l'écran de l'ordinateur, son souffle chaud touchait ma nuque, et je devais faire un effort conscient pour me concentrer sur ces mots. « Nous allons devoir passer beaucoup de temps ensemble dans les prochaines semaines, » dit Antoine en rangeant les papiers. « J'espère que ce ne sera pas problématique pour toi. » Pourquoi serait-ce problématique? Il hésita, comme s'il pesait soigneusement ses mots. Notre passé, ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé entre nous. Mon cœur s'emballa. Il était donc conscient de la tension entre nous, des sentiments non résolus qui flottèrent dans l'air comme de la fumée. C'était il y a longtemps, mentis-je. Nous sommes des personnes différentes maintenant. C'est vrai, acquiesça-t-il, mais ses yeux disaient le contraire. Des personnes différentes. Nous convînmes de nous retrouver le lendemain à la Croix-Rousse, pour qu'il puisse voir le quartier à travers mes yeux et mieux comprendre l'atmosphère que nous voulions capturer. Lorsque je me levai pour partir, Antoine m'accompagna jusqu'à la porte. « Théo, » dit-il en arrivant dans le hall d'entrée, « je suis vraiment heureux que tu aies accepté le projet. J'ai toujours voulu avoir l'opportunité de travailler à nouveau avec toi. À nouveau, mais nous n'avons jamais travaillé ensemble auparavant. » Il sourit. Et pour la première fois ce jour-là, c'était un sourire totalement sincère. Cet été-là, quand nous parlions d'art, pour moi c'était travailler ensemble. Tu m'as appris plus sur les couleurs en 3 mois que 4 ans d'université. Je quittais le bureau, la tête en ébullition. Antoine avait gardé nos conversations d'adolescents comme des souvenirs précieux, tout comme moi. Plus encore, elles avaient influencé son travail toutes ces années. Je marchais sans but dans les rues de la presqu'île, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Le projet était une opportunité incroyable, mais travailler si étroitement avec Antoine serait une douce torture. Je ressentais encore pour lui tout ce que je ressentais à 16 ans, peut-être même plus intensément maintenant que nous étions adultes. En arrivant chez moi, mon petit appartement désordonné me parut encore plus modeste après les heures passées dans le bureau élégant d'Antoine. Je m'assis dans mon atelier improvisé et pris un pinceau, laissant les couleurs couler librement sur une toile vierge. Je peignis sans réfléchir, laissant ma synesthésie guider mes mouvements. Quand je m'arrêtai enfin, des heures plus tard, j'avais créé un portrait abstrait de 2 hommes, l'un doré, l'autre bleu, se tendant les mains à travers un abîme de couleurs neutres, leurs doigts presque en contact mais séparés par des millimètres impossibles. C'était la représentation parfaite de ce que je ressentais. Antoine et moi, si proches et en même temps séparés par des mondes différents, des attentes sociales et 10 ans de silence. Je pris mon téléphone et tapai un message. « Merci pour aujourd'hui. J'ai hâte de commencer à travailler ensemble. » Je l'effaçai, le réécrivis, l'effaçai à nouveau. Finalement, j'envoyais quelque chose de sûr et professionnel. Rendez-vous confirmé pour demain à 10 heures à la Croix-Rousse.
La réponse arriva presque immédiatement. J'ai hâte de voir ton monde à travers tes yeux. Je m'allongeai sur mon lit, le cœur battant, imaginant ce que les prochains jours apporteraient. J'ignorais que j'étais sur le point de découvrir des secrets sur Antoine qui changeraient tout entre nous, ou que Claire Fontaine était déterminée à protéger son territoire par des moyens que je n'aurais jamais imaginés. Tout ce que je savais, c'était que, pour la première fois en 10 ans, je ressentais l'espoir que peut-être, juste peut-être, ces doigts dorés et bleus de mon tableau parviendraient enfin à se toucher. Le lendemain matin arriva avec une brume épaisse qui enveloppait Lyon comme un voile gris. Je retrouvai Antoine à la place de la Croix-Rousse à 10 heures précises, mais je le reconnus à peine. Il avait troqué son costume impeccable pour un jean foncé et une veste en cuir qui le rajeunissaient de plusieurs années. Sans ses lunettes de marque, ses yeux semblaient plus intenses, plus vulnérables. « J'ai pensé m'habiller convenablement pour découvrir ton territoire », dit-il avec un sourire timide qui me rappela le garçon de 18 ans que j'avais connu. Nous marchâmes dans les rues étroites en pierre, moi jouant le guide touristique de ma propre vie. Je lui montrai les ruelles où j'avais peint mes premières fresques, les cafés où j'avais l'habitude de m'asseoir pour observer les gens et leurs couleurs, les belvédères d'où l'on pouvait voir tout Lyon s'étendant jusqu'à l'horizon. Antoine absorbait tout avec une attention presque révérencieuse. Il prenait des photos constamment, mais pas des paysages évidents. Il capturait des détails que je n'avais jamais remarqués, la façon dont la lumière filtrait à travers les passages couverts, les motifs d'usure sur les pierres anciennes, les textures des murs où j'avais laissé de petites marques colorées au fil des années. « Tu as un regard différent », commentai-je en l'observant photographier une fenêtre apparemment banale. « J'ai appris avec toi », répondit-il sans quitter son viseur des yeux. « Cet été-là, tu m'as appris que l'art ne réside pas seulement dans ce qui est beau ou évident. Il est dans les détails que tout le monde ignore. » Nous nous arrêtâmes devant ma fresque la plus ancienne encore préservée. Cette première représentation de Lyon vue d'en haut que j'avais peinte à 16 ans. Antoine resta silencieux pendant plusieurs minutes, étudiant chaque coup de pinceau. « Je venais ici, » dit-il enfin, sa voix basse et chargée d'émotion. « Après être parti à Paris, chaque fois que je revenais à Lyon, je passais par ici. C'était ma façon de rester en contact avec toi. Mon cœur s'emballa. Tu visitais mes fresques ? À toutes. J'ai suivi l'évolution de ton travail année après année. J'ai vu ta technique mûrir, tes couleurs devenir plus complexes, quand tu as commencé à incorporer des éléments numériques subtils. » Il se tourna pour me faire face. « J'ai aussi vu quand tes couleurs sont devenues plus mélancoliques. Surtout ces 2 dernières années. » Je sentis mon visage s'échauffer. Si Antoine avait suivi mon art de si près, cela signifiait qu'il pouvait lire mes émotions à travers les couleurs, comme je lisais les siennes. Et les 2 dernières années avaient été particulièrement difficiles. Ma mère déménageant, la solitude s'intensifiant, le sentiment croissant d'être coincé dans une vie sans issue. « Pourquoi ne t'es-tu jamais approché ?» demandai-je. « Si tu savais où me trouver. » Antoine hésita, passant une main nerveuse dans ses cheveux. « La peur, je suppose. Peur de découvrir que tu avais tourné la page, que notre connexion n'était qu'une chose d'adolescent. Peur de gâcher un souvenir parfait. » Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna. Le numéro inconnu me rendit hésitant, mais je décrochai quand même. « Théo Dubois ? Oui ? Je m'appelle Isabelle Mornay. Je suis journaliste pour la revue Lyon Culture. J'aimerais beaucoup discuter avec vous de l'artiste connu sous le nom de Bleu. » Mon sang se glaça. Je regardai Antoine, qui avait perçu ma tension et s'approcha, inquiet. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » mentis-je. « Monsieur Dubois, nous avons des preuves suggérant que vous êtes l'auteur des fresques signées Bleu. Ce serait un article très positif, une manière de reconnaître votre talent. Pourrions-nous nous rencontrer cet après-midi ? » « Non, merci, je ne suis pas intéressé. » Je raccrochai rapidement, les mains tremblantes. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Antoine, touchant mon bras doucement. « Une journaliste. Elle veut faire un article sur Bleu. Elle a découvert mon identité d'une manière ou d'une autre. » Antoine fronça les sourcils, inquiet. « Ce serait grave pour toi ? » ?»« Terrible, admis-je. Bleu existe précisément parce que cela me permet d'être courageux anonymement. Si mon identité est révélée, je laissai ma phrase en suspens, incapable d'expliquer la panique que je ressentais à l'idée que ma vie privée soit exposée. « Sortons d'ici, » dit Antoine. « Je connais un endroit où nous pouvons discuter tranquillement. » Il m'emmena dans un petit café caché rue des Tables Claudiennes, loin des circuits touristiques. L'endroit était intime et chaleureux, avec de petites tables et une décoration vintage qui me détendit un peu. Nous nous installâmes dans un coin isolé, et Antoine commanda 2 cafés pendant que j'essayais de digérer l'appel de la journaliste. Comment avait-elle découvert mon identité ? J'avais toujours été extrêmement prudent pour préserver l'anonymat de Bleu. « Parle-moi de Claire, » dis-je soudain.
changeant de sujet pour tenter de détourner mon esprit de l'anxiété. Antoine sembla surpris par la question directe. « Claire, pourquoi veux-tu savoir à son sujet ? Curiosité. Vous travaillez ensemble depuis longtemps ? 3 ans, répondit-il, remuant le sucre dans son café avec plus d'attention que nécessaire. Elle m'a contacté quand j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Elle est très compétente, une excellente gestionnaire. Et sur le plan personnel, Antoine me lança un regard perçant. Il n'y a rien de personnel entre Claire et moi si c'est ce que tu veux savoir. Elle ne semble pas penser la même chose. Claire est, il soupira, compliquée. Elle mélange parfois vie professionnelle et personnelle. Mais j'ai toujours été clair sur le fait que notre relation est strictement professionnelle. Il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait que le sujet était plus délicat qu'il ne voulait l'admettre, mais je n'insistais pas. À la place, je laissais ma synesthésie travailler, observant les couleurs qui émanaient de lui pendant qu'il parlait de Claire. Il y avait de l'irritation vermousse mais aussi une pointe de culpabilité jaune pâle que je ne parvenais pas à interpréter complètement. « Et toi ?» demanda Antoine. « Tu ne t'es jamais marié ? Tu n'as jamais eu de relation sérieuse ?» La question me prit au dépourvu. Comment expliquer que je n'avais jamais réussi à m'intéresser véritablement à quelqu'un parce que j'étais prisonnier du souvenir d'un garçon aux yeux dorés qui avait disparu de ma vie il y a 10 ans? Quelques relations, mentis-je à moitié. Rien qui ait duré longtemps. Pourquoi pas? Je le regardais droit dans les yeux, sentant une soudaine bravoure, parce que j'étais amoureux de quelqu'un que je ne pouvais pas avoir. La tension entre nous s'intensifia instantanément. Antoine arrêta de remuer son café, ses yeux fixés sur les miens, avec une intensité qui me fit trembler. « Et maintenant ?» demanda-t-il, sa voix rauque. « Es-tu toujours amoureux de cette personne ?»« Plus que jamais, » murmurai-je. Le silence qui suivit fut chargé de signification. Antoine se pencha légèrement sur la table, rapprochant son visage du mien. Je pouvais sentir son souffle chaud, voir les petites taches dorées dans ses yeux bleus. « Théo ?» commença-t-il, mais il fut interrompu par la sonnerie de son téléphone. Il regarda l'écran et soupira, frustré. « C'est clair, je dois répondre. »« Antoine, où es-tu » entendis-je sa voix de l'autre côté, tendue et exigeante. « Nous avons une réunion avec les investisseurs dans 1 heure et tu n'as pas encore vérifié les rapports. »« Je travaille sur le projet de la Croix-Rousse, » répondit-il, s'éloignant légèrement de moi. « Avec Théo. Antoine, ce projet est important, mais il ne peut pas accaparer tout ton temps. Nous avons d'autres responsabilités. » La conversation se prolongea quelques minutes. Claire tentant clairement de contrôler l'agenda d'Antoine. J'observais les émotions traverser son visage. Irritation, frustration, et encore une fois, cette culpabilité jaune pâle que je ne comprenais pas. Quand il raccrocha enfin, Antoine semblait épuisé. « Désolé, Claire devient anxieuse quand elle ne peut pas me localiser. »« Elle a raison, » dis-je, essayant de sembler compréhensif malgré la jalousie que je ressentais. « Tu as d'autres responsabilités. » »« Non. » Antoine secoua la tête fermement. « Elle a tort. Ce projet est important pour moi, plus important qu'elle ne l'imagine. » Quelque chose dans l'intensité de sa voix me fit suspecter qu'il y avait plus derrière ses paroles. Pourquoi est-il si important? Ce n'est qu'un travail de plus, non? Antoine hésita, comme s'il débattait intérieurement s'il devait me dire quelque chose. Finalement, il sembla prendre une décision. « Tu te souviens de ce jour, il y a 10 ans, où nous avons parlé pour la dernière fois avant que je parte pour Paris? » Je m'en souvenais parfaitement. Nous avions marché le long des berges du Rhône, discutant de rêves et d'avenir. Antoine m'avait dit qu'il voulait créer un art qui touche les gens, qui fasse une différence dans le monde. J'avais confessé que je me sentirais toujours comme un étranger, quelqu'un qui observait la vie de loin sans jamais y participer vraiment. « Tu m'as dit que tu te sentais invisible, » continua Antoine, « que tu avais peur de ne jamais être vu pour ce que tu es vraiment. Ça m'a profondément marqué. J'étais jeune et dramatique, murmurai-je, embarrassé. Tu étais honnête, et je me suis promis que si j'en avais l'occasion un jour, je ferais quelque chose pour changer ça. Ce projet n'est pas seulement une revitalisation urbaine, Théo. C'est pour rendre ton art visible, pour te donner la reconnaissance que tu as toujours méritée. » Je sentis des larmes piquer mes yeux. Antoine avait gardé nos conversations d'adolescents non seulement comme des souvenirs nostalgiques, mais comme une motivation pour m'aider des années plus tard. C'était une démonstration d'affection si profonde et inattendue que je restais sans voix. « Mais il y a une complication, » continua-t-il, sa voix devenant plus sérieuse. « Claire ne sait pas que nous nous connaissons depuis avant. Elle pense que c'est juste une décision professionnelle basée sur ton talent artistique. Pourquoi ne lui as-tu pas dit ?» Antoine baissa les yeux, et je vis de la honte se mêler à ses couleurs émotionnelles. Parce qu'elle ne comprendrait pas.
Claire voit les relations personnelles comme des faiblesses potentielles dans les affaires. Si elle savait que j'ai des sentiments pour toi, elle essaierait de saboter le projet. Le mot « sentiment » plana dans l'air entre nous comme une confession non dite. Antoine venait d'admettre qu'il ressentait quelque chose pour moi, quelque chose d'assez fort pour influencer ses décisions professionnelles. « Quel genre de sentiment ?» demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Il me regarda droit dans les yeux et pour la première fois, je vis une vulnérabilité totale dans son expression, les mêmes que ceux que tu ressens pour cette personne que tu ne peux pas avoir. Mon cœur s'arrêta. Antoine me disait-il entre les lignes qu'il était aussi amoureux de moi? Était-il possible que les sentiments que j'avais gardés secrets pendant toutes ces années soient réciproques? Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna à nouveau. C'était la journaliste. « Monsieur Dubois, je sais que vous avez dit que vous n'étiez pas intéressé, mais j'ai des informations que j'aimerais partager avec vous, à propos d'Antoine Moreau et de son entreprise. » Je regardais Antoine, qui m'observait avec inquiétude. Quel genre d'informations? Je préférerais ne pas en discuter par téléphone. Pouvons-nous nous rencontrer dans 1 heure au Café de la Paix? C'est important. Quelque chose dans le ton urgent de la journaliste me fit accepter contre mon meilleur jugement. D'accord, dans 1 heure. Quand je raccrochais, Antoine était visiblement tendu. Qu'a-t-elle dit? Qu'elle a des informations sur toi et ton entreprise, en lien avec moi d'une certaine manière. La couleur dorée d'Antoine se mêla de vagues de panique gris sombre. Théo, il y a des choses sur mon passé, sur la façon dont j'ai réussi à monter l'entreprise. Mais avant qu'il ne puisse terminer, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un appel qu'il ne pouvait ignorer. Des investisseurs japonais qui finançaient ses projets les plus ambitieux. « Je dois y aller », dit-il, visiblement frustré. « Mais promets-moi qu'on aura cette conversation. Il y a des choses que je dois te dire avant que tu ne les apprennes d'une autre personne. » J'acquiesçais, mais une sensation d'appréhension grandissait dans ma poitrine. Quel secret Antoine cachait-il? Et comment était-il lié à moi? Je marchais seul jusqu'à la Croix-Rousse, l'esprit bouillonnant de questions. Les rues familières de mon quartier m'offraient peu de réconfort. Même les fresques que j'avais peintes au fil des années semblaient m'observer avec attente, comme si elles savaient que des changements importants arrivaient. En passant devant le kiosque à journaux de Madame Petit, je vis mon reflet dans la vitrine. J'étais toujours le même Théo, cheveux ébouriffés avec des mèches bleues, vêtements tachés de peinture, yeux verts, pleins d'insécurité. Mais quelque chose avait changé à l'intérieur. Pour la première fois depuis des années, je sentais que j'étais sur le point d'être vu, vraiment vu, par quelqu'un qui comptait. La question était, serais-je capable de gérer les conséquences d'être enfin visible? Le rendez-vous avec la journaliste était fixé dans 1 heure, et j'avais le sentiment croissant que, quelle que soit l'information qu'elle détenait sur Antoine, cela changerait tout entre nous, pour le meilleur ou pour le pire. En marchant dans les rues pavées que je connaissais par cœur, je ne pouvais m'empêcher de penser que j'étais sur le point de découvrir que l'homme dont j'étais amoureux depuis 10 ans n'était peut-être pas exactement celui que je pensais. Et cela me terrifiait plus que n'importe quelle exposition journalistique. Le Café de la Paix était presque vide lorsque j'arrivais. Seuls quelques touristes buvant du café et consultant des cartes. Je reconnus Isabelle Mornay immédiatement. Une femme d'une 40aine d'années, cheveux roux courts, lunettes à monture rouge, et un enregistreur numérique posé sur la table devant elle. « Monsieur Dubois », elle se leva pour me saluer. « Merci d'être venu. Je sais que ce n'était pas facile d'accepter cette rencontre. » Je m'assis avec hésitation, tous mes instincts me criant de fuir. Mais la curiosité à propos des informations qu'elle avait sur Antoine l'emporta sur la peur. « Je vais aller droit au but », dit Isabelle, ouvrant un dossier rempli de documents et de photographies. « J'enquête sur Antoine Moreau depuis 6 mois. Initialement, c'était pour un article sur les entrepreneurs à succès à Lyon, mais j'ai découvert des incohérences intéressantes. » Elle étala sur la table des photographies de mes fresques, toutes prises sous des angles professionnels. Ces photos ont été trouvées dans le bureau personnel d'Antoine, dans un dossier marqué comme « Archives personnelles confidentielles ». Certaines datent de 5 ans. Mon estomac se noua. Antoine avait vraiment documenté mon art au fil des années, mais pourquoi cela serait-il pertinent pour une enquête journalistique? Il y a plus, continua Isabelle, sortant une série de documents financiers. L'entreprise d'Antoine a été fondée avec un investissement initial de 2 millions d'euros. Publiquement, il affirme que l'argent provient d'investisseurs providentiels et d'économies personnelles. Et ce n'est pas le cas, en partie si, mais une somme significative, environ 800 000 euros, a été transférée d'un compte au nom de Claire Fontaine. Intéressant, non? Surtout quand on sait que Claire n'est devenue officiellement sa partenaire que 2 ans plus tard. Ma tête tournait.
Claire avait financé l'entreprise d'Antoine avant même de devenir sa partenaire. Cela changeait complètement la dynamique que j'avais observée entre eux. Mais ce n'est pas le plus intrigant, poursuivit Isabelle, sortant d'autres documents. J'ai découvert que Claire a hérité d'une fortune considérable de son père, mort dans un accident de voiture il y a 4 ans. Devinez qui conduisait la voiture? Mon sang se glaça. Antoine? Exactement. Antoine Moreau était au volant lorsque la voiture d'Henri Fontaine s'est renversée sur la 6. En revenant d'une réunion d'affaires à Paris, Antoine s'en est sorti indemne. Henri est mort sur le coup. La révélation me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Antoine avait été impliqué dans la mort du père de Claire. Cela expliquait la culpabilité jaune pâle que je voyais toujours dans ses couleurs lorsqu'il parlait d'elle. L'enquête policière a conclu à un accident, continua Isabelle. Route mouillée, vitesse excessive, perte de contrôle du véhicule. Mais Claire a hérité de 5 millions d'euros et, curieusement, a décidé d'investir une part importante dans l'entreprise de l'homme qui conduisait la voiture la nuit où son père est mort. Ça ne prouve rien de criminel, murmurai-je, essayant de digérer les informations. Non, mais cela soulève des questions intéressantes sur la nature de la relation entre Antoine et Claire. Et c'est là que vous entrez en jeu. Isabelle sortit une dernière série de documents. Il y a 3 semaines, Antoine a spécifiquement contacté la mairie pour suggérer votre participation au projet de la Croix-Rousse. Il a présenté un dossier complet sur votre art, incluant des analyses techniques détaillées et des projections d'impact culturel. Un travail qui aurait pris des mois à compiler. Je sentis la nausée monter dans ma gorge. Qu'insinuez-vous? Qu'Antoine Moreau a une obsession non professionnelle pour vous depuis des années, et je soupçonne que Claire Fontaine l'a découvert et n'en est pas ravie. Il y a des rumeurs qu'elle essaie de saboter le projet. Mon esprit était en ébullition. Si les informations d'Isabelle étaient vraies, cela signifiait qu'Antoine m'avait inclus dans le projet non seulement à cause de notre passé commun, mais à cause d'une obsession qui durait depuis des années. Et Claire, qui avait financé son entreprise avec l'argent de l'héritage de son père mort dans un accident où Antoine conduisait, avait des raisons personnelles et financières de me voir comme une menace. « Pourquoi me dites-vous tout ça ?» demandai-je. « Parce que je crois que vous êtes une pièce innocente dans un jeu beaucoup plus complexe et potentiellement dangereux. Claire Fontaine n'est pas seulement une partenaire d'affaires jalouse, c'est une femme traumatisée qui a un pouvoir financier sur l'entreprise d'Antoine. Si elle décide que vous êtes une menace... » Isabelle ne termina pas sa phrase, mais l'implication était claire. « Que voulez-vous de moi ?» Votre version des faits. Une interview exclusive sur votre identité en tant que bleu, votre histoire avec Antoine, et ce qui se passe réellement dans ce projet. En échange, je peux offrir une protection journalistique. Une fois votre histoire publiée, il sera plus difficile pour quiconque d'essayer de vous faire taire. Je quittais le café la tête en vrac et le cœur brisé. Les révélations d'Isabelle dressaient un tableau complètement différent de la situation. Antoine n'était pas seulement le garçon passionné d'art dont je me souvenais, c'était un homme portant la culpabilité d'une mort accidentelle, financièrement dépendant d'une femme traumatisée, et peut-être obsédé par moi d'une manière que je n'avais pas perçue. Je marchais sans but dans les rues de Lyon, essayant de décider quoi faire avec ces informations. Devrais-je confronter Antoine directement, accepter la proposition d'Isabelle, fuir toute cette situation avant qu'elle ne devienne encore plus compliquée? Mon téléphone sonna. C'était Antoine. « Théo, j'ai réussi à me libérer de la réunion plus tôt. Pouvons-nous nous rencontrer? Il y a des choses importantes que je dois te dire. » Sa voix semblait tendue, presque désespérée. Savait-il pour l'enquête d'Isabelle? « Où veux-tu qu'on se retrouve? »« Chez moi. C'est plus privé et... Eh bien, il y a des choses que je ne peux te montrer qu'ici. » L'adresse qu'il me donna était dans l'un des quartiers les plus chics de la presqu'île. J'arrivais dans un immeuble historique de 6 étages, avec un hall en marbre et un ascenseur vintage. L'appartement d'Antoine était au dernier étage, avec une vue panoramique sur le Rhône. Quand la porte s'ouvrit, je fus choqué. Antoine semblait épuisé, ses cheveux ébouriffés, sa chemise froissée, ses yeux rouges comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Entre », dit-il, s'écartant pour me laisser passer. L'appartement était exactement comme je l'avais imaginé. Moderne, minimaliste, coûteux, mais ce qui attira mon attention furent les murs. Chaque centimètre était couvert de photographies de mes fresques, des centaines, organisées chronologiquement comme une rétrospective de toute ma carrière artistique. « Mon Dieu, Antoine, je sais ce que ça doit sembler, » dit-il rapidement, fermant la porte derrière moi. « Je sais que ça peut paraître obsessionnel, voire malsain, mais ce n'est pas ce que tu penses. » Je marchais lentement dans la pièce, observant les photos. Certaines étaient en prise sous des angles que seul quelqu'un ayant passé beaucoup de temps à étudier mon art
auraient pu capturer. D'autres montraient des détails si petits que j'avais moi-même oublié leur existence. Explique-moi alors, dis-je, ma voix plus froide que prévu, parce qu'une journaliste vient de me montrer certaines de ces photos et a suggéré que tu avais une obsession malsaine pour moi. Antoine pâlit. Tu as parlé à Isabelle Mornay? Tu savais qu'elle enquêtait sur toi? Il passa ses mains dans ses cheveux, un geste de nervosité que j'apprenais à reconnaître. Je m'en doutais. Claire a mentionné qu'une journaliste posait des questions sur l'entreprise. Claire. Parlons de Claire. Ma voix devenait plus dure à mesure que la colère montait en moi. La femme qui a financé ton entreprise avec l'argent de l'héritage de son père, mort dans un accident où tu étais au volant. Antoine s'effondra sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Alors elle t'a tout raconté. Donne-moi ta version. Pendant les 20 minutes suivantes, Antoine me raconta toute l'histoire. Comment il avait rencontré Henri Fontaine lors d'une conférence sur la technologie numérique. Comment Henri s'était intéressé à ses projets et lui avait offert un mentorat. Comment ils avaient développé une amitié sincère sur 2 ans. Henri était comme un père pour moi, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Mon propre père n'a jamais compris ni soutenu mes rêves artistiques. Henri voyait du potentiel en moi. La nuit de l'accident, il revenait d'une réunion avec des investisseurs à Paris. Henri avait insisté pour qu'Antoine conduise car il était fatigué. La pluie s'était mise à tomber, la route était devenue glissante, et Antoine avait perdu le contrôle dans un virage. « J'aurais dû mourir dans cette voiture », murmura-t-il. Henri avait une famille, une fille qu'il adorait, une vie pleine. Moi j'étais juste un jeune entrepreneur sans rien à perdre. Et Claire m'a d'abord blâmé, ce qui était naturel. Mais ensuite, je crois que la culpabilité qu'elle voyait en moi lui a fait réaliser que je souffrais autant qu'elle. Quand elle a proposé de financer l'entreprise, elle a dit que c'était ce qu'Henri aurait voulu, que je réalise le potentiel qu'il voyait en moi. L'histoire expliquait beaucoup de choses, mais ne justifiait toujours pas les murs couverts de photos de mon art. Et ça? Fis-je un geste vers les photographies? Comment expliques-tu ça? Antoine se leva et marcha vers l'un des murs, touchant délicatement une photo de l'une de mes premières fresques. Après l'accident, je suis tombé dans une profonde dépression. Je ne pouvais plus créer, travailler, ni ressentir autre chose que de la culpabilité et du vide. Il se tourna pour me faire face, ses yeux brillants de larmes non versées. Puis un jour, en errant sans but dans la Croix-Rousse, j'ai vu une nouvelle fresque signée bleu. C'était une représentation de l'espoir renaissant des cendres, avec des tons de bleu qui semblaient vibrer de vie. Je me souvenais de cette fresque. Je l'avais peinte durant une période particulièrement difficile, lorsque ma mère avait été hospitalisée et que je ne savais pas si elle s'en remettrait. Je suis resté devant ce mur pendant des heures, continua Antoine. C'était la première fois en des mois que je ressentais autre chose que du vide. Tes couleurs, elles parlaient directement à mon âme. Alors tu as commencé à chercher d'autres fresques de bleu, et j'ai découvert un langage artistique qui exprimait exactement ce que je ressentais, mais ne pouvait pas verbaliser. Chaque fresque était comme une conversation avec quelqu'un qui comprenait ma douleur, ma solitude, mes rêves brisés et mes espoirs tenaces. Antoine s'approcha de moi, ses yeux intenses fixés sur les miens. Ce n'est pas de l'obsession, Théo, c'est de l'amour. Je suis tombé amoureux de ton art avant même de découvrir que tu étais bleu. Et quand j'ai enfin fait le lien, quand j'ai réalisé que l'artiste qui avait sauvé ma santé mentale était le même garçon dont j'étais tombé amoureux il y a 10 ans, eh bien, ça a tout changé pour moi. Je sentis ma colère s'effondrer face à la vulnérabilité brute dans sa voix, mais il restait des questions non résolues. Et Claire, elle est au courant de ça? Fis-je un nouveau geste vers les photos. Antoine secoua la tête. Claire pense que c'est juste mon bureau personnel à la maison. Elle ne vient jamais ici, mais elle soupçonne quelque chose. Dernièrement, oui. Surtout après que j'ai suggéré ton nom pour le projet. Elle pense que je mélange sentiments personnels et affaires. Et ce n'est pas le cas. Antoine fit un pas plus près, si près que je sentis la chaleur de son corps. Si, complètement, et je ne le regrette pas. Avant que je puisse répondre, la sonnette retentit dans l'appartement. Antoine fronça les sourcils. Il n'attendait personne. Antoine, la voix de Claire résonna à travers l'interphone. Je sais que tu es là, il faut qu'on parle. Tout de suite. Antoine et moi échangeâmes un regard, une panique mutuelle passant entre nous. Si Claire montait et voyait les photos de mes fresques, elle découvrirait tout. Que faisons-nous? Murmurai-je. Tu dois partir, dit Antoine rapidement. Il y a un escalier de secours qui mène au toit. De là, tu peux descendre par l'immeuble voisin. Antoine! La voix de Claire devint plus impérieuse à travers l'interphone. Ouvre cette porte ou je vais utiliser ma clé. Claire avait une clé de l'appartement d'Antoine?
Cela suggérait une intimité entre eux bien plus grande qu'ils ne l'avaient admis. « Vas-y !» Antoine me poussa vers la fenêtre arrière. « Je t'appellerai dès qu'elle sera partie. » Mais alors que j'ouvrais la fenêtre pour m'échapper, j'entendis le bruit d'une clé tournant dans la serrure de la porte principale. Claire avait décidé d'utiliser sa clé plutôt que d'attendre. « Trop tard », murmurai-je. Antoine pâlit lorsque nous entendîmes la porte s'ouvrir et les talons de Claire claquer sur le sol en marbre du hall d'entrée. « Antoine, où es-tu » Sa voix résonna dans l'appartement, se rapprochant de plus en plus de la pièce où nous nous trouvions. Antoine me regarda avec désespoir, et à cet instant, je sus que tout était sur le point d'exploser. Claire était à quelques secondes de découvrir non seulement ma présence ici, mais toute l'étendue des sentiments d'Antoine pour moi. Et quelque chose me disait qu'elle ne réagirait pas bien à l'une ou l'autre de ces découvertes. « Antoine, je sais que tu me caches quelque chose. » La voix de Claire était maintenant dans le couloir, à quelques mètres de la pièce. « Et quoi que ce soit, nous allons régler ça maintenant. » Antoine ferma les yeux, comme s'il se préparait à une bataille qu'il savait ne pas pouvoir gagner. Quand il les rouvrit, je vis de la détermination mêlée de peur. « Reste, » murmura-t-il. « Finis les secrets. Finis de cacher ce que je ressens pour toi. » La porte de la pièce s'ouvrit, et Claire Fontaine entra avec l'attitude de quelqu'un prêt à en découdre. Mais lorsqu'elle nous vit ensemble, entourés des centaines de photos de mes fresques, son expression passa de l'irritation à un choc absolu, puis à quelque chose de bien plus dangereux, de la fureur. Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire resta figée à l'entrée de la pièce pendant plusieurs secondes, ses yeux scannant méthodiquement chaque photographie sur les murs, son expression passant du choc à la compréhension, et enfin à une fureur froide et calculée qui me fit reculer instinctivement. « Alors c'est ça, » dit-elle, sa voix dangereusement basse. « Tout s'explique maintenant. » Claire marcha lentement dans la pièce, examinant les photos avec la précision d'un enquêteur analysant des preuves de crime. Ses couleurs émotionnelles étaient un tourbillon de rouge sang et de noir fumé, colère, trahison, et quelque chose qui ressemblait fortement à de la haine pure. « 4 ans, Antoine, » continua-t-elle, s'arrêtant devant une photo particulièrement intime de l'une de mes fresques les plus personnelles. 4 ans que j'ai investi dans ton entreprise, ton talent, ton avenir. Et pendant tout ce temps, tu étais obsédé par ceci. « Claire, laisse-moi t'expliquer, » commença Antoine, mais elle le coupa d'un geste brusque de la main. « Expliquer quoi? Comment tu m'as menti pendant des années? Comment tu as utilisé l'argent de l'héritage de mon père pour financer ta pathétique fantaisie romantique ?» Je ressentis ces mots comme une gifle. La façon dont Claire prononça « pathétique fantaisie romantique » était empreinte d'un tel mépris que je me recroquevillais visiblement. « Ce n'est pas comme ça, » dit Antoine fermement, avançant d'un pas comme pour me protéger des paroles venimeuses de Claire. « Ce que je ressens pour Théo n'est pas une fantaisie, et je n'ai jamais utilisé l'argent de l'entreprise pour... » Pourquoi? Pour engager des détectives privés qui traquent chacun de ses mouvements? Pour créer des dossiers techniques détaillés sur son art? Pour manipuler des contrats municipaux en sa faveur? Claire sortit une tablette de son sac et commença à faire défiler l'écran. « Tu pensais que je ne découvrirais pas ?» Mon sang se glaça. Antoine m'avait fait suivre, avait manipulé le projet de la mairie spécifiquement pour m'inclure. « Théo, ce n'est pas ce qu'elle insinue. » Antoine se tourna vers moi, le désespoir pur dans ses yeux. « Je n'ai jamais... » « Jamais quoi, Antoine ?» interrompit Claire me montrant l'écran de la tablette. « Jamais engagé un détective privé pour découvrir sa routine? Jamais soudoyer le fonctionnaire de la mairie responsable des sélections artistiques? Jamais pirater ses réseaux sociaux pour découvrir ses goûts personnels? » Chaque révélation était comme un coup de poing dans l'estomac. Je regardais Antoine, espérant voir du déni dans ses yeux, mais je ne trouvais que de la culpabilité dévastatrice. « C'est vrai ?» murmurai-je, ma voix à peine audible. Antoine ferma les yeux, sa tête s'abaissant en signe de défaite. « En partie. »« En partie » explosai-je, toute la colère et la confusion des derniers jours trouvant enfin une sortie. « Tu m'as traqué, Antoine. Tu m'as enquêté comme si j'étais un criminel. »« Ce n'était pas comme ça, » protesta-t-il, ouvrant les yeux. « Je voulais juste m'assurer que tu allais bien, que tu étais en sécurité. Après l'accident avec Henri, je suis devenu paranoïaque à propos de la sécurité des gens qui comptent pour moi. » « Des gens qui comptent ?» Claire rit amèrement. « C'est juste un artiste de rue sans abri, Antoine. Un vagabond qui peint des murs à l'aube. » La cruauté de ces mots me frappa comme une gifle physique. Je sentis des larmes d'humiliation brûler mes yeux, et toutes mes insécurités sociales remontèrent d'un coup. Claire avait raison. J'étais juste un artiste de rue pauvre essayant de jouer dans un monde qui ne m'appartenait pas. « Tais-toi !» Antoine se tourna vers Claire avec une fureur que je n'avais jamais vue chez lui.
Ne parle pas de lui comme ça. Pourquoi? Parce que tu es amoureux de ta version idéalisée de lui? Claire désigna les photos sur les murs. Regarde autour de toi, Antoine. Ce n'est pas de l'amour, c'est une obsession malsaine. Tu as créé un hôtel pour quelqu'un qui ne te connaît même pas vraiment. Il me connaît mieux que quiconque, cria Antoine en retour. Il te connaît? Alors il sait pour tes crises de panique depuis l'accident? Il sait pour les médicaments que tu prends pour dormir? Il sait que tu pleures dans ton bureau chaque fois que le 23 mars approche, l'anniversaire de la mort de mon père. Chaque mot de Claire révélait des aspects d'Antoine que j'ignorais totalement. Je regardais l'homme que je pensais connaître et vis un étranger tourmenté par des traumatismes et des culpabilités qu'il avait soigneusement cachés derrière une façade de succès professionnel. « Tu ne sais rien de lui », continua Claire, s'adressant maintenant directement à moi. « Tu penses qu'il est le garçon romantique dont tu es tombé amoureux il y a des années? Antoine Moreau est un homme brisé qui utilise le travail et les obsessions pour fuir ses propres démons. »« Claire, arrête !» implora Antoine, mais elle était en mode destruction totale. « Et veux-tu savoir le meilleur ?» dit-elle avec un sourire cruel. « Je savais. J'ai toujours su pour toi, pour les photos, pour l'enquête privée. Je l'ai laissé faire parce que je pensais qu'il finirait par surmonter cette fixation infantile. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Tu savais? Bien sûr que je savais. Je suis la directrice financière de l'entreprise. Toutes les transactions passent par moi. Chaque dépense suspecte, chaque paiement non déclaré, chaque visite nocturne qu'il faisait dans ton quartier, en pensant que personne ne le voyait. Antoine était pâle comme un fantôme. Claire, tu avais promis. Promis quoi? Que je garderais tes secrets pour toujours? Que je financerais tes fantaisies romantiques avec l'argent de l'héritage de mon père? Sa voix devenait hystérique. Mon père est mort à cause de toi, Antoine. Et pourtant, je t'ai pardonné, je t'ai aidé, j'ai investi en toi. Et c'est ainsi que tu me remercies? Les pièces s'assemblèrent enfin dans mon esprit. Claire n'était pas juste une partenaire jalouse. Elle était amoureuse d'Antoine. Elle l'était depuis toutes ces années, utilisant l'argent et sa culpabilité à propos de la mort de son père pour le garder émotionnellement lié à elle. « Tu es amoureuse de lui », dis-je à voix haute, la révélation sortant sans filtre. Claire se tourna vers moi avec une expression de pur venin. « Et alors? Au moins mes sentiments sont basés sur la réalité, pas sur une fantaisie adolescente. Mes sentiments pour Théo ne sont pas une fantaisie, dit Antoine, sa voix retrouvant de la force. Ce sont la seule chose réelle et pure dans ma vie depuis des années. Un pur? Claire éclata de rire. Tu trouves pur d'enquêter sur quelqu'un en secret, de manipuler des contrats, d'utiliser l'argent de l'entreprise pour satisfaire tes obsessions? Chaque accusation était vraie, et je pouvais voir dans les yeux d'Antoine qu'il le savait. L'homme dont j'étais tombé amoureux 2 fois dans ma vie m'avait trahi de manière que je n'imaginais même pas possible. J'ai besoin de sortir d'ici, murmurai-je me dirigeant vers la porte. Théo, attends. Antoine tenta de me suivre, mais Claire bloqua son chemin. Laisse-le partir, Antoine. C'est mieux ainsi. Non. Antoine la repoussa sur le côté, mais j'étais déjà dans le couloir, courant vers l'ascenseur. Théo, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Mais il n'y avait pas d'explication qui puisse réparer les dégâts. Découvrir qu'Antoine m'avait traqué, enquêté, manipulé pour m'inclure dans le projet, tout cela détruisait toute base de confiance qui aurait pu exister entre nous. Je courus dans les rues de Lyon comme un possédé, sans destination, essayant simplement d'échapper à la douleur qui consumait ma poitrine. J'arrivais chez moi essoufflé et désorienté, mes mains tremblant tellement que je parvins à peine à ouvrir la porte. Mon petit appartement désordonné ne m'avait jamais paru aussi pathétique. Je regardais autour de moi, les murs tachés de peinture, les meubles d'occasion, les toiles entassées dans les coins, et je vis à travers les yeux de Claire. J'étais vraiment juste un artiste de rue sans abri essayant de jouer dans un monde où je n'avais pas ma place. Je pris mon téléphone et vis 17 appels manqués d'Antoine. Je l'éteignis et le jetai dans un tiroir. Pendant les 3 jours suivants, je ne sortis pas de l'appartement. Je ne mangeais pas correctement, dormis à peine, et certainement ne peignis pas. Pour la première fois en des années, les couleurs semblaient avoir disparu du monde. Ma synesthésie était émoussée, comme si la douleur émotionnelle avait brisé ma capacité à voir les émotions des autres. Le matin du 4e jour, j'entendis des coups insistants à la porte. J'ignorais d'abord, mais la personne de l'autre côté ne renonça pas. « Théo? C'est Isabelle Mornay? Je sais que vous êtes là. » La journaliste. Elle venait probablement réclamer l'interview que j'avais promis de donner en échange des informations sur Antoine. J'ouvris la porte à contre-cœur. Isabelle sembla sincèrement inquiète en me voyant. J'avais probablement une apparence terrible après 3 jours sans soins de base. Puis j'entrai. Nous avons beaucoup à discuter. Elle entra et s'assit sur mon petit canapé,
sortant son enregistreur comme toujours. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son attitude, moins professionnelle, plus humaine. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé », dit-elle doucement. « Claire Fontaine m'a contacté hier. Elle veut conclure un accord. Quel genre d'accord? Elle offre un paiement substantiel pour que je ne publie pas mon article sur Antoine. Et elle suggère que ce serait préjudiciable pour vous si votre identité en tant que bleu était révélée maintenant. » Je sentis un frisson remonter le long de ma colonne vertébrale. Claire me menaçait à travers la journaliste. Elle a aussi mentionné qu'il y a des rumeurs à la mairie à propos de l'annulation du projet de la Croix-Rousse, en raison d'irrégularités contractuelles, continua Isabelle. Apparemment, quelqu'un a fait des allégations de conflit d'intérêts. Mon cœur s'effondra. Claire ne détruisait pas seulement ma relation avec Antoine, elle détruisait aussi ma carrière. Que vas-tu faire? Isabelle me regarda droit dans les yeux. Ça dépend de vous. Je peux accepter son pot de vin et enterrer l'histoire. Ou je peux tout publier. L'accident, l'obsession d'Antoine, le chantage émotionnel de Claire, votre identité en tant que bleu. Mais si nous choisissons cette deuxième voie, j'aurai besoin de votre collaboration totale. Je restai silencieux pendant plusieurs minutes, pesant les options. Accepter le pot de vin signifiait vivre pour toujours sous l'ombre de Claire, toujours vulnérable à ses manipulations. Mais tout exposer publiquement signifiait perdre mon anonymat en tant que bleu et potentiellement ma carrière artistique. Il y a une troisième option, dit Isabelle finalement. Quelque chose que Claire n'avait pas prévu. Quoi? Antoine vous a-t-il contacté? Je secouai la tête négativement. Parce qu'il est à l'hôpital. Mon sang se glaça. Quoi? Apparemment, il a eu une grave crise de panique la nuit où vous êtes parti de son appartement. Claire l'a trouvé inconscient sur le sol de la pièce, entouré de toutes ces photos de vous déchirées. L'image me frappa comme un éclair. Antoine avait détruit sa collection de photos de mon art, la seule chose qu'il avait maintenue sain d'esprit pendant ces années les plus sombres. Il va bien? Physiquement, oui. Émotionnellement, eh bien, il demande à vous parler depuis 3 jours. Claire a interdit les visites, mais si vous voulez, je ne la laissais pas finir. Je pris ma veste et courus vers la porte. Ma décision prise. Peu importait combien de secrets Antoine avait cachés, combien de manipulations il avait orchestrées, il avait besoin de moi, et je l'aimais toujours désespérément. Il était temps d'affronter Claire Fontaine et de me battre pour l'homme que j'aimais. Mais d'abord, je devais m'assurer qu'Antoine voulait encore se battre pour nous aussi. Si vous avez aimé cette histoire jusqu'à présent, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Votre participation compte beaucoup pour moi et me motive à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. L'hôpital Édouard Herriot était silencieux lorsque j'arrivais, seul l'écho de mes pas résonnant dans les couloirs blancs. Isabelle m'avait donné le numéro de la chambre, mais lorsque j'arrivais à l'aile psychiatrique, je trouvais Claire montant la garde à la réception comme une sentinelle implacable. « Il ne veut pas vous voir », dit-elle froidement en me voyant approcher. « Je ne vous crois pas », répondis-je, surpris par la fermeté de ma propre voix. « Je veux l'entendre de lui. Théo, rentrez chez vous. Vous avez déjà causé assez de dégâts. » Quelque chose dans la façon dont elle prononça mon nom, avec mépris et possessivité à la fois, me fit réaliser que ce n'était pas seulement une question de protéger Antoine. C'était une question de le garder pour elle. « Vous l'aimez » dis-je, non comme une question, mais comme une constatation. Claire rit amèrement. « De l'amour. Je l'ai sauvé, Théo. Quand il était au fond du gouffre après l'accident, c'est moi qui l'ai relevé. Pas toi, pas tes peintures, moi. » Je sentis une vague de colère monter en moi, mais je la ravalai. Ce n'était pas le moment de me laisser emporter par mes émotions. Antoine avait besoin de moi, et je n'allais pas laisser Claire m'empêcher de le voir. « Laissez-moi passer, Claire. Je ne partirai pas avant d'avoir parlé à Antoine. » Elle croisa les bras, son regard glacial fixé sur moi. « Tu es pathétique, tu sais. Tu penses vraiment qu'un homme comme Antoine pourrait s'intéresser à quelqu'un comme toi? Un artiste de rue qui vit dans un taudis, qui n'a rien d'autre à offrir que des taches de peinture sur les murs. » Ces mots étaient comme des poignards, mais je refusais de les laisser m'atteindre. Ce n'est pas à vous de décider ce qu'Antoine ressent. Maintenant, écartez-vous. Pendant un instant, je crus qu'elle allait refuser, mais quelque chose dans mon regard, peut-être une détermination qu'elle n'avait pas anticipée, la fit hésiter. Elle s'écarta à contre-cœur, me lançant un dernier regard venimeux. « Fais attention, Théo. Tu joues à un jeu que tu ne comprends pas. » Je l'ignorais et poussai la porte de la chambre. La pièce était faiblement éclairée, les rideaux à moitié tirés laissant filtrer une lumière douce. Antoine était allongé sur le lit, pâle, les yeux cernés, un moniteur cardiaque émettant des bips réguliers à côté de lui. En me voyant, son visage s'illumina d'un mélange de surprise et de soulagement. « Ah, Théo, murmura-t-il sa voix rauque, tu es venu.
Je m'approchai, m'asseyant sur la chaise à côté de son lit. Bien sûr que je suis venu. Isabelle m'a dit ce qui s'est passé. Il détourna le regard, visiblement honteux. Je suis désolé. Pour tout. Pour les photos, pour le détective, pour tout ce que tu as découvert. Je pris une profonde inspiration, essayant de trier mes émotions. La colère était toujours là, mais elle était éclipsée par l'inquiétude que je ressentais en le voyant si fragile. Pourquoi, Antoine? Pourquoi ne m'as-tu pas simplement contacté? Pourquoi tout ce secret? Ces manipulations? Il ferma les yeux, comme si les souvenirs étaient trop lourds à porter. Après l'accident avec Henri, j'ai perdu une partie de moi-même. J'avais peur de tout, de me reconnecter avec toi, de te perdre à nouveau, de ne pas être digne de toi. Suivre ton art, c'était ma façon de rester proche de toi sans risquer de tout gâcher. Mais tu as tout gâché quand même, dis-je, ma voix tremblante. Tu m'as fait sentir comme si j'étais un projet, pas une personne. Ce n'était pas mon intention, dit-il rapidement, se redressant légèrement dans le lit. Théo, je t'aime. Je t'ai aimé depuis cet été il y a 10 ans, et je n'ai jamais arrêté. Mais je ne savais pas comment te le dire, comment gérer tout ce qui s'était passé entre-temps. Ces mots, je t'aime, auraient dû me remplir de joie, mais ils étaient teintés de douleur. Et Claire? Quelle est la vérité à son sujet? Antoine soupira, passant une main tremblante sur son visage. Claire, elle m'a sauvé à sa manière, c'est vrai. Après l'accident, elle a vu à quel point j'étais brisé. Elle m'a offert une chance de réaliser mes rêves avec l'argent de son héritage, mais ça n'a jamais été sans condition. Elle voulait une emprise sur moi, sur l'entreprise. Je me suis senti redevable, piégé par ma culpabilité. Est-ce qu'elle t'aime? Il hésita, puis hocha la tête. Je pense qu'elle croit m'aimer, mais c'est plus compliqué que ça. Claire a besoin de contrôler tout ce qui l'entoure pour se sentir en sécurité. Quand elle a découvert que je m'intéressais à toi, à ton art, elle l'a pris comme une menace personnelle. Je repensais aux paroles d'Isabelle, aux rumeurs de sabotage du projet de la Croix-Rousse. Elle menace d'annuler le projet, n'est-ce pas? Pour me tenir à l'écart? Antoine écarquilla les yeux. Comment sais-tu? Isabelle Mornay. Elle enquête sur toi, sur Claire, sur moi, elle sait tout, l'accident, l'argent, ton obsession pour mes fresques. Elle m'a proposé une interview pour tout révéler. Antoine pâlit encore davantage si c'était possible. Si elle publie ça, ça détruira l'entreprise. Claire utilisera tous les moyens à sa disposition pour me faire tomber avec elle. Et moi? Demandai-je, ma voix plus dure que je ne l'avais prévu. Si je parle, mon identité en tant que bleu sera révélée. Ma vie privée, mon art, tout ce que j'ai construit, tout sera exposé. Il tendit la main vers la mienne, ses doigts froids contre ma peau. Théo, je ne te demanderai jamais de te sacrifier pour moi. Si tu veux parler à Isabelle, fais-le. Je mérite les conséquences de mes actes. Je retirai ma main, non pas par colère, mais parce que son contact rendait trop difficile de penser clairement. Ce n'est pas juste de moi que je m'inquiète, Antoine. C'est de nous, de ce que nous aurions pu être si tu avais été honnête dès le début. Il baissa les yeux, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Je sais que j'ai tout gâché, mais si tu me donnes une chance, je promets de tout réparer. Pas de secret, pas de manipulation, juste nous. Je voulais lui faire confiance, désespérément, mais la douleur des révélations, la trahison, pesait encore lourdement sur mon cœur. J'ai besoin de temps, Antoine. Il hocha la tête, acceptant ma réponse même si je pouvais voir à quel point elle le blessait. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là, quoi que tu décides. Je quittai l'hôpital avec un mélange d'émotions, amour, douleur, confusion et une pointe d'espoir prudent. Antoine m'aimait, il l'avait dit, et malgré tout ce qui s'était passé, je l'aimais encore. Mais pouvais-je construire quelque chose avec quelqu'un qui m'avait caché autant de choses? En rentrant chez moi, je trouvai un message d'Isabelle sur mon répondeur. « Théo, c'est urgent. Claire sait que je t'ai parlé. Elle menace de tout révéler à la presse si je ne retire pas mon article. Appelle-moi dès que possible. » Mon estomac se noua. Claire jouait un jeu dangereux et j'étais au centre de l'échiquier. Je rappelai Isabelle immédiatement. « Théo, merci de me rappeler, » dit-elle, sa voix tendue. Claire m'a donné un ultimatum. Soit je publie une version édulcorée de l'histoire qui la protège, soit elle révèle ton identité en tant que bleu et sabote le projet de la Croix-Rousse. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça dépend de toi. Si tu me donnes l'interview exclusive, je peux publier la vérité. Toute la vérité, y compris les manipulations de Claire. Mais ça signifie que ton anonymat sera fini. Si tu refuses, je peux essayer de négocier avec elle. Mais il n'y a aucune garantie qu'elle ne te détruise pas quand même. Je m'assis sur mon canapé, la tête entre les mains. C'était un choix impossible. Protéger mon identité et risquer de perdre Antoine et le projet, ou tout exposer et perdre la liberté que l'anonymat m'avait donnée. Laissez-moi y réfléchir,
dis-je finalement. Je vous donnerai une réponse demain. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je pris une toile vierge et commençai à peindre, laissant ma synesthésie guider mes mouvements comme je le faisais toujours dans les moments de crise. Les couleurs jaillirent, des bleus profonds de ma douleur, des dorés vibrants du souvenir d'Antoine, des rouges violents de la colère de Claire. Quand je terminais, au petit matin, j'avais créé une fresque abstraite d'un homme déchiré entre deux mondes, ses couleurs se mélangeant dans un chaos magnifique et douloureux. En regardant la toile, je pris ma décision. Le lendemain, je retrouvai Isabelle au Café de la Paix. Elle m'attendait avec son enregistreur, ses yeux scrutant mon visage pour y lire mes intentions. « Je vais parler », dis-je, sans préambule. Toute l'histoire, Bleu, Antoine, Claire, l'accident, le projet, tout. Isabelle hocha la tête, un sourire prudent se formant sur ses lèvres. « Tu es sûr ? Une fois que c'est publié, il n'y aura pas de retour en arrière. Je sais, mais je ne peux pas vivre dans l'ombre de Claire, ni dans celle de mes propres peurs. Si mon art signifie quelque chose, c'est qu'il doit être vu, vraiment vu. » Nous passâmes les heures suivantes à enregistrer l'interview. Je lui racontais tout. Mon enfance à la Croix-Rousse, ma synesthésie, ma rencontre avec Antoine, les années de silence, les fresques, les révélations sur l'accident et les manipulations de Claire. Ce fut cathartique, comme si je me libérais d'un poids que je portais depuis trop longtemps. L'article d'Isabelle fut publié 3 jours plus tard dans Lyon Culture, accompagné de photos de mes fresques et d'un portrait de moi peint par un de ses collègues. Il fit sensation. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les habitants de Lyon exprimant à la fois leur admiration pour Bleu et leur choc face aux révélations sur Antoine et Claire. Le lendemain de la publication, Claire tenta de limiter les dégâts en publiant un communiqué de presse niant toute malversation et accusant Isabelle de diffamation. Mais le mal était fait, les investisseurs commencèrent à se retirer et la mairie suspendit temporairement le projet de la Croix-Rousse en attendant une enquête. Antoine, sorti de l'hôpital, m'appela ce même jour. « Théo, je viens de lire l'article. Pourquoi as-tu fait ça ? » « Parce que je ne pouvais pas continuer à vivre dans le mensonge, » répondis-je. « Et parce que je veux que nous ayons une chance, une vraie chance, sans secret ni manipulation. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Et maintenant ? » « Maintenant, on reconstruit, ensemble si tu le veux. » Une semaine plus tard, Antoine et moi nous retrouvâmes dans un petit atelier que j'avais loué à la Croix-Rousse pour continuer mon travail. Claire avait quitté l'entreprise, poursuivie par des allégations de fraude financière, et Antoine luttait pour sauver ce qui restait de son rêve entrepreneurial. Mais il semblait plus léger, comme si un poids énorme avait été enlevé de ses épaules. « Je ne mérite pas ton pardon, » dit-il en examinant une nouvelle toile que j'avais commencée, un mélange de bleu et de doré, symbolisant notre histoire. « Ce n'est pas une question de mérite, » répondis-je, prenant sa main. « C'est une question de ce que nous voulons construire à partir de maintenant. » Il serra ma main en retour, ses yeux brillants d'une lueur que je n'avais pas vue depuis cet été d'il y a 10 ans. « Alors construisons quelque chose de beau. » Et c'est ce que nous fîmes. Le projet de la Croix-Rousse fut finalement relancé, cette fois avec une transparence totale et une équipe d'artistes locaux pour soutenir l'effort. Mes fresques devinrent le cœur de l'installation numérique, et Antoine développa une interface qui permettait aux visiteurs de voir les couleurs changer en fonction de leurs émotions, un hommage à ma synesthésie. Quant à nous, nous prîmes notre temps. Les blessures étaient encore fraîches, mais chaque jour passé ensemble guérissait un peu plus nos cœurs. Nous apprîmes à communiquer sans secret, à construire une relation basée sur la confiance et l'amour brut, imparfait. Un soir, des mois plus tard, alors que nous marchions le long du Rhône sous un ciel étoilé, Antoine s'arrêta et me regarda avec une intensité qui fit battre mon cœur. « Quelle couleur vois-tu en moi maintenant ?» demanda-t-il, un sourire doux jouant sur ses lèvres. Je laissai ma synesthésie s'exprimer librement. Les couleurs d'Antoine étaient toujours dominées par ce doré chaleureux, mais maintenant, il y avait des éclats de bleu, mon bleu, entrelacés, comme si nos âmes s'étaient enfin trouvées. « Doré », dis-je, souriant à mon tour, avec une touche de bleu. Il rit. Et pour la première fois, je sentis que nous étions enfin sur la même longueur d'onde, nos couleurs en parfaite harmonie. Et tandis que le Rhône scintillait sous les étoiles, je sus que malgré tout ce que nous avions traversé, nous avions trouvé notre chemin l'un vers l'autre, pas comme une fantaisie, pas comme une obsession, mais comme 2 âmes imparfaites qui avaient choisi de peindre leur avenir ensemble, coup de pinceau par coup de pinceau. Épilogue. 1 an plus tard, l'installation de la Croix-Rousse fut inaugurée lors d'une soirée mémorable. Les rues s'illuminèrent de projections numériques, mes fresques prenant vie sous les doigts magiques de la technologie d'Antoine. Les habitants de Lyon se pressaient dans les ruelles, émerveillés par les couleurs changeantes,
les sons qui réagissaient à leurs mouvements, l'histoire des tisserands racontée, à travers un art vivant. Je me tenais au centre de la place, main dans la main avec Antoine, regardant la foule applaudir. Isabelle était là, prenant des photos pour un article de suivi, un sourire satisfait sur le visage. Elle avait remporté un prix pour son enquête, et sa carrière avait décollé. « Tu as fait ça », murmura Antoine à mon oreille, son souffle chaud contre ma peau. « Nous l'avons fait », corrigeai-je serrant sa main plus fort. Et tandis que les lumières dansaient autour de nous, je sus que, pour la première fois de ma vie, je n'étais plus invisible. Mes couleurs, mes émotions, mon amour, tout était enfin vu, non seulement par Antoine, mais par le monde entier. Et c'était suffisant. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'histoire, quelle partie vous a le plus touché, ou même quelle ville vous inspire pour vos propres rêves. Donnez une note de 0 à 10 et si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, faites-le moi savoir. Vos retours sont ma plus grande inspiration. Merci d'avoir suivi Théo et Antoine jusqu'au bout.